8h15 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat, sénateur de Vendée. Bienvenue et bonjour Bruno Retailleau. Bonjour à vous Sonia Mabrouk. Le Premier ministre va donc s'exprimer sur la situation sanitaire tout à l'heure. S'il y a des décisions difficiles, c'est qu'il n'y a pas d'autre choix, que la situation l'impose ? Je vais vous dire, j'en ai marre qu'on rende systématiquement responsables les Français de la moindre reprise épidémique. La vérité, c'est que les Français font preuve de civisme. Sans doute peut-il y avoir parfois du relâchement. Il faut le combattre. Mais la vérité, c'est que depuis des mois et des mois, depuis en réalité le premier confinement, le gouvernement n'a rien fait. En tout cas, a fait beaucoup trop peu pour contrôler cette épidémie. Cette épidémie, elle n'est pas contrôlée. La seule façon, et ce sont les pays d'Asie, mais aussi d'Europe qui ont réussi à la contrôler, qui nous montrent l'exemple, il faut tracer, je vous donne un chiffre, il est officiel, sur 3 semaines du mois de novembre, on a en test de dépistage, donc de PCR, fait 2 fois moins. Là encore, sur le traçage, c'est un fiasco. Il faut faire comme les Japonais, essayer de trouver les super contaminateurs qui sont responsables de 80 à 90% des contaminations. Et l'isolement, il n'y en a pas. Vous avez révélé ici, sur votre antenne, que sur le territoire français, nous étions, je crois, à moins de 150 isolements. C'est pas tous les Français qu'il faut confiner, qu'il faut isoler. Ce sont les malades qu'il faut isoler, qu'il faut aussi soigner. Eh bien, mais Bruno Retailleau, il y a quelques mois, ici même, vous preniez comme exemple, justement, l'Allemagne. En Europe, le pays voit ses indicateurs désormais exploser. C'est avec des larmes au bord des yeux qu'Angela Merkel appelle à des restrictions. La preuve qu'il n'y a pas de solution miracle. Les larmes d'Angela Merkel ne coulent pas sur les mêmes chiffres de mortalité. Par million d'habitants, l'Allemagne, c'est 209 ou 210 morts par million d'habitants. La France, c'est plus de 750 morts par million d'habitants. Vous vous rendez compte ? Alors que nous sommes frontaliers, alors qu'on a souvent parlé de l'amitié du couple franco-allemand, il y a un pays qui réussit à contrôler l'épidémie, à casser la chaîne de contagion, et un autre qui n'y parvient pas. C'est la France. Malgré les chiffres aujourd'hui outre-Rhin. Malgré les frais. Vous savez, l'antidote, c'est la confiance. Est-ce que le gouvernement peut inspirer la confiance aux Français pour qu'ils se mobilisent avec l'affaire des masques ? Nous avons révélé, notre commission d'enquête au Sénat vient de révéler un fait extrêmement grave. Lequel ? Et qui est avéré encore une fois. Le fait que M. Salomon, le patron de la santé publique, est influé sur un rapport d'expertise sur le fameux stock de masques. C'est grave. Attendez, c'est très grave. Si Jérôme Salomon, vous avez des preuves circonstanciées de cette influence, de cette action directe ? Dans quelques heures, la commission d'enquête du Sénat dévoilera l'ensemble de ses conclusions. Elle sera, j'en suis sûr, à même de révéler les échanges de mails qu'elle a en sa possession. Et qui prouverait quoi, monsieur Retailleau ? Pardon ? Qui prouverait quoi, ces échanges de mails ? Qui prouverait qu'il y a eu une interférence, que monsieur Salomon a fait pression sur un comité d'experts pour que celui-là modifie ses conclusions en matière de stock de masques. Donc, si vous voulez, pour moi, on lutte contre l'épidémie avec une volonté politique, avec une vraie stratégie, mais aussi en inspirant confiance. Cette confiance, elle était rompue avec les Français. Mais elle ne se décrète pas. Alors vous, Bruno Retailleau, avec des objectifs qui ne sont pas clairement atteints en France quant à l'épidémie, que prendriez-vous comme décision et que diriez-vous tout à l'heure si vous étiez à la place du Premier ministre ? Je prendrais comme première décision sur notamment le dépistage, de faire en sorte d'utiliser plus largement un test de dépistage PCR salivaire en 40 minutes. Vous avez, et c'est salivaire. Ils ne sont pas encore là, voilà. Oui, je prendrais aussi la décision d'aller chercher, comme au Japon, les super contaminateurs. Je prendrais la décision d'isoler, de réquisitionner des hôtels, de faire en sorte que on puisse avoir non pas un isolement qui soit obligatoire, mais qui soit accompagné, qui soit suivi. Parce que vous savez que ce ne serait pas respecté, que ce n'est pas notre culture, cette obligation, mais justement, cette coercition. Il faut qu'il soit suivi, comme les arrêts maladie, par exemple, pour ceux qui travaillent. Nous avons voté au Sénat, c'est une mesure que j'ai soutenue, le fait qu'il n'y ait pas de jour de carence pour que ceux qui acceptent l'isolement, eh bien, puissent rester chez eux sans perdre une partie de leurs revenus. C'est ça que je ferais et qu'il faut faire, que je demande au gouvernement de faire. Arrêtez de culpabiliser les Français. Et aussi, faites enfin ce que d'autres pays font pour dites la vérité. Je suis quand même frappée ce matin d'entendre vos accusations, en tout cas ce que vous dites par rapport à la commission d'enquête au Sénat. Ça veut dire que si cela est avéré pour M. Salomon, qu'est-ce que vous demandez dans ce cas-là ? Je demande que M. Véran, que le gouvernement en tire les conséquences. C'est pas à moi de le faire, je ne suis pas au gouvernement. Simplement, le Sénat a fait le travail comme l'Assemblée nationale. La commission d'enquête révélera dans quelques heures un certain nombre de ses conclusions et mettra à la disposition des observateurs. Mais quel intérêt
aurait-il eu à agir de la sorte quand même, alors qu'il est patron, comme vous le dites, de la santé? Parce qu'on a bien vu la grande faiblesse. Qu'est-ce qu'aura révélé? Vous savez, chaque crise ajoute comme un révélateur. Eh bien, cette crise aura révélé une sorte de toute puissance de la bureaucratie française. C'est ce qui est dit dans le rapport du Sénat. Qui se protège. Bruno Retailleau, c'est ça la principale conclusion de votre... Non, mais c'est pas à moi de les dévoiler toutes. Non, mais c'est important quand même. Si vous nous dévoilez un système où la vérité n'a pas été dite et il n'y a pas eu de transparence, là, il y aura des conséquences, si tel est le cas. Je prends cet exemple pour dire simplement que j'en ai marre que le gouvernement accuse systématiquement les Français de ses propres faiblesses. C'est important. On verra aussi dans votre rapport si Jérôme Salomon a agi seul. Ça, vous ne le savez pas non plus. C'est pas à moi de le dire. Bon, très bien. Le 25 novembre, encore une question sur la situation sanitaire. Monsieur Retailleau, vous avez déclaré sans ambiguïté « Je me ferai vacciner ». Aujourd'hui, avec de nouvelles données sur de potentiels, je dis bien de potentiels effets secondaires, et le professeur Éric Combe dit « Je n'ai jamais vu autant d'effets secondaires ». Vous êtes toujours aussi volontariste et... Bien sûr, je veux simplement dire, vous savez, on est le pays de Pasteur et qui est le plus sceptique sur les vaccins. Simplement, je rappelle que avant d'inventer le vaccin contre la variole tuait avec 300 millions de personnes, que la tuberculose tous les ans tuait 3 millions de personnes. Donc je me ferai vacciner en temps ou en heure. S'il faut montrer l'exemple, je le ferai aussi, je me ferai vacciner. C'est pas pour moi, pas pour me protéger. Vous avez dit c'est un acte de générosité, vous le maintenez? Oui, c'est aussi un acte de générosité. C'est pour protéger les autres, pour casser cette chaîne de contamination. Parce que vous savez, de confinement en déconfinement, en reconfinement, non seulement il y a des morts, mais il y a aussi une économie, une souffrance sociale des pauvres qui se multiplient en France. Et cette souffrance-là, elle est terrible. Et le vaccin sera aussi un antidote, avec la confiance dont je parlais. Oui, mais la confiance, il faut donc des garanties aussi apporter aux Français. Vous avez vu les récentes enquêtes et sondages, de plus en plus de défiance, de méfiance. C'est la raison pour laquelle je me suis toujours inscrit en faux. J'étais contre une vaccination obligatoire. En revanche, là aussi, on va attendre au pied du mur le gouvernement, parce qu'il y a une question de logistique. Moi, je suis favorable pour que le gouvernement travaille beaucoup plus avec les collectivités. Je pense aussi qu'il doit travailler avec le privé pour la logistique. Vous savez, pour les masques, on a vu qu'ils étaient incapables de fournir les masques, notamment au personnel soignant. Le privé saura mieux faire et laissons faire les collectivités. Quand je vois qu'on met des bâtons dans les roues de Laurent Wauquiez, je dis, allez Laurent, n'hésite pas, vas-y, ce que tu fais est très bien. Dans l'actualité, Bruno Retailleau, le texte confortant les principes républicains. Est-ce que ce texte, tel qu'il a été présenté hier par l'exécutif, constitue un tournant, un bouclier contre l'islamisme ? Écoutez, comme le disait tout à l'heure l'un de vos éditorialistes, c'est un grand bouillon d'eau tiède. Pensez-vous une seule seconde que ce texte aurait pu empêcher l'un des 3 derniers attentats? Non, puisqu'ils ont été commis par des immigrés et que ce texte laisse de côté le désordre migratoire. Je veux rappeler que Nice, c'est un Tunisien. Je veux rappeler aussi que les locaux de Charlie Hebdo, c'est là encore un faux mineur, je crois pakistanais. Je veux rappeler aussi Samuel Paty, c'est un Tchétchène. D'ailleurs, ça a été incroyable. On a vu d'ailleurs son inhumation dans son pays, c'était quasiment un héros national. Ça devrait nous inquiéter. Eh bien non, le texte ne fera rien de plus. Le problème, c'est qu'il pratique l'amalgame, ce texte. L'amalgame, c'est l'exécutif qui pratique l'amalgame alors qu'il essaye de ne pas donner le sentiment d'un texte anti-islam justement et contre cette religion. Mais justement parce qu'il ne veut pas nommer l'islamisme, il amalgame parce qu'il laisse à penser que parler de l'islamisme, ça pourrait mettre en difficulté les musulmans. Non, c'est 2 choses très différentes. Mais surtout, comme il ne cible pas ces mesures, tout le monde va en prendre pour son grade. Toutes les religions. Il n'y a pas de problème avec le juif. Il n'y a pas de problème avec les protestants, avec les catholiques, etc. Eh bien, on arrose tout le monde, on sulfate tout le monde. Regardez la scolarisation obligatoire. On va passer d'un régime de liberté à un régime de restriction. Avec des exceptions, reconnaissons-le. Non, mais ça sera un régime d'exception. Il faudra que tel ou tel montre qu'il rentre dans la case, contrôlé par l'État, alors qu'il faut contrôler. Eh bien, ça s'appelle de la transparence, Monsieur Retailleau, pour avoir toutes les données, pour avoir tous les gardes-fous et lutter contre l'islamisme. Ça s'appelle une mesure liberticide. Il y en a marre aussi, on voit bien que, regardez l'article 24, regardez, avant il y avait la loi Avia, on a finalement pris des mesures qui sont des mesures, alors heureusement l'article 24 n'a pas été voté, liberticide pour la liberté d'information. Pour la liberté scolaire, c'est une mesure liberticide, cet article notamment qui restreint cette liberté scolaire. Mais quel équilibre? Parce que vous nous dites, le texte n'empêche pas... Regardez, la jauge de 30. Vous citez les attentats, mais très sincèrement, Monsieur Retailleau, quel texte, quel projet de loi, qu'est-ce
qu'est-ce qui aurait pu empêcher les attentats? Il n'y a pas de risque zéro. Où vous avez raison de dire qu'il n'y a pas de risque zéro, je réponds que la lutte contre l'islamisme et le terrorisme islamiste, c'est une affaire de longue haleine. Évidemment, que c'est aussi une affaire qui concerne les Français et c'est un combat global. Ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas penser combattre l'islamisme seulement en combattant le terrorisme. Il y a un terreau de l'islamisme. Le terreau de l'islamisme, ce sont les enclaves, les territoires conquis, comme le disait le chercheur Bénard Rougier, par cet islamisme sur la République. C'est aussi l'aspect symbolique dans les mémoires. Moi, je me bats pour qu'on arrête cette vision lacrymale, pénitentielle de l'histoire de France. Parce que plus on dira que la France, comme l'avait dit le président de la République, elle est coupable du crime de l'humanité, eh bien non. Plus on dira que la France est coupable de tout, et plus on empêchera ces jeunes qui sont sur le chemin de la sécession d'entrer dans notre projet collectif national. Mais l'exécutif qui fait bien attention à ne pas donner le sentiment d'un texte anti-islam, est-ce que vous dites malgré tout c'est un discours équilibré qu'il faut tenir vu les divisions et les tensions dans notre pays? Moi je ne confonds pas évidemment, mais ce texte ne fera rien de plus. Regardez par exemple sur les signes ostentatoires, sur le voile. Le premier des séparatismes, c'est le marquage des petites filles ou des femmes avec le voile. C'est essayer de distinguer dans la population française. C'est aussi de faire porter aux femmes ce signe qui leur signifie qu'elles sont de rang. Mais ça c'est autre chose, Monsieur Retailleau. Là on va contre l'idéologie. Donc on agit sur les associations, sur les services publics. Le voile, c'est, j'allais dire, en tous les cas pour l'exécutif. Le frère au salafisme utilise le voile comme un symbole, comme un marqueur de l'idéologie, qui est le marqueur du séparatisme. J'ai fait voter, nous avons voté au Sénat, l'interdiction, par exemple, des signes ostentatoires religieux pour les sorties scolaires dans le temps scolaire. C'est interdit à l'école. Les sorties scolaires, c'est l'école hors les murs, on interdit aussi. Le gouvernement l'a refusé. Idem sur les listes, les candidats communautaristes. Il faut savoir si on a une vraie volonté ou si on n'a pas de volonté. Mais ce texte, encore une fois, ne réglera aucun problème. Et malheureusement, il atteint nos libertés. Quelle volonté pour conclure chez les Républicains? Juste en un mot, et vous proposez un système de vote préférentiel. C'est la primaire qui pousserait à hiérarchiser plutôt qu'à éliminer. J'ai essayé de comprendre ce matin, Bruno Retailleau, ça vous fait sourire. Il faut avoir fait l'ENA pour comprendre votre système. Non, mais j'ai pas fait l'ENA. Ce que je veux simplement dire très rapidement, j'entrerai pas dans le calcul mathématique. Ce que je veux simplement dire, c'est que au moment où on se bat pour avoir une meilleure participation, ma famille politique ne voudrait pas que nos électeurs, nos militants participent au choix du candidat. Je pense que c'est important et je pense que la primaire, c'est d'abord non pas la primaire entre des candidats, mais c'est la primaire entre des idées, entre des projets. Je pense que pour nourrir un débat, il n'y a pas mieux. J'ai tiré les leçons de la primaire de 2016. J'ai fait des propositions pour tirer ces leçons et je pense qu'il faut maintenant en discuter. C'est ce que je souhaite parce que je ne veux pas qu'il y ait un bis repetita et qu'on se retrouve dans le même cas de figure au deuxième tour. Madame Le Pen, Monsieur Macron. Bruno Retailleau d'avoir été notre invité ce matin. Merci à vous.